Justement, la SNTP. Ouais. Bah, tu en parles, je montre les images, non bien. Voilà, ok, vas-y. Donc, dans le rapport de l'ITIE 2022, on a... Alors, je vais essayer de te trouver. La page, c'est la page... T'inquiète, j'ai déjà la page et tout. Ok. Donc, dans le rapport... Voilà, on est juste là. Et dans ce rapport à la page 54, on nous dit que, concernant la SNTP, il convient de noter qu'en 2022, la SNTP a produit 1 541 772 tonnes métriques de phosphate, représentant une valeur totale de 187,7 milliards de francs CFA. Bien que la redevance minière due ait été estimée à 9,4 milliards de francs CFA, ni la SNPT, ni la Direction générale du Trésor et des comptes publics n'ont déclaré de paiement à ce titre pour l'année concernée. Une analyse détaillée a été de cette situation présentée en section 6.3.2. Bon, là, voilà, donc on est en train de remarquer que alors, la redevance minière, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer rapidement. La redevance minière, c'est une sorte de prélèvement. C'est un prélèvement obligatoire qui est fait sur toutes les sociétés minières, toutes les sociétés qui extraient des ressources minières dans notre pays, avant même qu'ils ne vendent, avant même qu'ils ne sortent les ressources minières de notre pays, il y a un prélèvement qu'ils doivent payer, qui s'appelle la redevance minière. Ce n'est pas l'impôt sur les sociétés, ce n'est pas la TVA, ce n'est pas ça. C'est un prélèvement particulier, d'accord, qui est sur les redevances minières et qui est de 2% de la valeur marchande du minerai qu'ils ont extrait. Vous voyez, donc la valeur marchande, là, dans le cas présent pour la SNTP, des 1,5 million de tonnes de phosphate, par rapport au cours international du phosphate, la valeur marchande, c'est 187,7 milliards de francs CFA. Donc le rapport ITIE a calculé la redevance minière qui était due en 2022 par la SNTP et a trouvé que c'était 9,4 milliards de francs CFA. Maintenant, on est parti dans le rapport d'exécution du budget 2022 pour voir quelle est la redevance, le montant de la redevance minière perçue par l'État en 2022. Okay. Le rapport d'exécution, où est-ce que je l'ai mis même, purée? Non. Il va falloir que je retrouve le rapport d'exécution. Le rapport d'exécution du budget, attends, je te l'envoie tout de suite. Rapport d'exécution du budget à fin du budget de l'État à fin décembre 2023. Tu dois l'avoir. Tu l'as trouvé? Non, attends un instant, je retrouve ça vite fait. Je croyais l'avoir mis à disposition là. Alors, où est-ce que... Tu l'as? Non, attends. Fin 2022, je pense que c'est celui-là, non? Il est dans le canal Milaway. Fin décembre 2022. Rapport d'exécution 2022, c'est celui-là, non? Oui, c'est ça. Rapport d'exécution du budget de l'État fin décembre 2022. Voilà. C'est ça, justement ça. Je l'ai retrouvé vite fait. Les recherches, c'est bien, vous savez ça. Voilà, à la page 14. Donc, à la page 14 de ce rapport-là, on a été voir combien de redevances minières donc l'État a collecté en 2022, pardon. Donc, sur toutes les sociétés minières, Là, vous avez vu que dans le rapport de l'ITIE 2022, on nous dit que la redevance minière due par la seule société, la SNPT seule, c'est 9,4 milliards. Mais regardez ce que l'État déclare avoir collecté en 2022 en tant que redevance minière sur toutes les sociétés minières du pays. Voilà. La loi de finances dit qu'il doit prévoyer qu'il récolte 1,76. OK? Réalisation à fin septembre, ils ont collecté 1,21. Réalisation du quatrième trimestre, ils ont collecté 520 millions. Réalisation à fin septembre 2022. Fin décembre. À fin décembre 2022, 1,73 milliard.
de francs CFA de redevances minières. C'est ce qu'ils ont collecté. C'est ce que l'État déclare avoir collecté à fin décembre 2022. Alors que le rapport ITIE nous dit que la seule société, la SNPT seule, devait 9,4 milliards de francs CFA de redevances minières. Wow. Quand on prend juste la SNPT, on se rend compte qu'il y a un manque de, si vous faites la soustraction, 9,4 moins 1, c'était combien? 1,7 1,60... non, 1,113. Donc il y a un manque déjà par rapport à la SNPT, il y a un manque de 7,67 milliards de francs CFA de redevances minières dans les caisses de l'État. Voilà. La SNPT doit à l'État des redevances minières se montant à 7,67, près de 8 milliards de francs CFA. C'est la SNPT seule, hein? On n'a pas encore parlé des autres. Hein? On n'a pas parlé, on n'a pas été voir si Scan Togo a payé toute sa redevance minière. On n'a pas été voir si Wassem a payé toute sa redevance minière. On n'a pas encore été voir si Gralu Togo l'a fait, si toutes les sociétés minières du Poma, MMM Mining, toutes ces sociétés-là, si elles l'ont fait. Mais il y a déjà un manque de 7,67 milliards. Voilà. Et l'argent est passé où? L'argent est passé où? L'État nous déclare que 1,67 milliard, alors que elle devrait déclarer au minimum 9,4 milliards de francs CFA. La dame, s'il vous plaît, la dame qui a été limogée la dernière fois à Sarakawa, de la façon la plus brutale. J'en parlerai d'ailleurs demain. Vous savez qu'elle a été dans le... Comment on appelle ça? Dans une société, après le conseil d'administration, il y a les experts comptables, c'est ça, non? Oui, il y a le directoire. Oui, elle a été pendant je sais pas, 6 ans dans les auditeurs ou bien les expertises comptables de la SNPT. Ah oui? Si, elle était dedans. Autant de... Contrôle interne. Ouais, autant de... la SNPT. Ouais, autant de président... Le président du conseil d'administration était M. Klomega, le monsieur qui est décédé là. Donc, elle était l'expert comptable. Elle n'était pas seule, elle était avec un autre dans l'expertise comptable de la société. Elle a été, comment on les appelle souvent, commissaire au compte, non. Auditeur interne. Non, pas auditeur interne. Auditeur interne, c'est ça, ceux qui contrôlent les comptes à l'intérieur de la... c'est ça, elle était dedans. Elle était dedans. Vous voyez, ça confirme le fait qu'on dise que ils sortent ces rapports-là aujourd'hui. Voilà, commissaire au compte. Ils sortent ces rapports-là aujourd'hui pour donner des têtes. En fait, et c'est pas pour rien qu'ils sautent certaines têtes. En fait, non, je pense même que pour votre information, je pense que on est en train de taper sur les doigts des gens qui ont produit les rapports, parce que c'est des rapports, tu sais. Un régime autoritaire ou un régime comme le nôtre, il n'aime pas que les informations sortent. Donc, le fait que ces rapports se soient retrouvés sur la place publique, les gens qui ont même produit ces rapports sont en train de recevoir des remontrances. Hein. D'accord. Ouais. C'est des gens qui sont compétents, ils ont fait leur travail. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui doit prendre les vraies décisions. Donc, le fait que le rapport se retrouve sur la place publique, bon, il faut trouver un bouc émissaire. Voilà. Mais grand frère Ferdinand, on a été voir dans les autres rapports d'exécution du budget, on a vu que les redevances minières tournaient autour à chaque fois de 3 milliards, 1 milliard, 2 milliards. C'est-à-dire que ça ne dépassait jamais les 9 milliards comme on l'a. En plus, c'était les prévisions. Hein. 1 milliard, les 3 milliards dont tu parles, c'était les prévisions. Hein. C'est les prévisions. Donc on ne sait pas ce qu'ils ont perçu en réalité, quoi. Mais là, en réalité, en 2022, ils ont perçu 1,73 au lieu de 9,4 milliards normalement. Dites, j'ai quelque chose à rajouter. En fait, dans le tableau que vient de montrer Milaway, je pense qu'il faut faire la somme. Parce qu'ils ont parlé par trimestre, en fait. Non.
Non, non, c'est afin. Non, non, regarde bien. Ok. Regarde. Cumule, afin. Cumule, tu vois, cumule, hein. Ok, Afin 2022. Non, c'est par année. C'est par année. En fait, rien n'est cohérent. Rien n'est cohérent de toute façon. On a précisé bien cumule à fin décembre 2022. Il ne faut pas écouter les zozos là qui sont en commentaire, hein, parce que moi j'ai vu le message là. Je dis que c'est un zozo qui essaie de mélanger. Non, mais c'est bien d'établir les zozos en commentaire. Non, c'est bien d'établir le. Tu vois, pour tout le monde, comme ça c'est clair pour tout le monde. Avant que je n'oublie, parlant de la minorité, comme c'est comme ça qu'on les appelle, qui ont créé leur quartier, leur monde et puis leur propre cité dans la cité, n'oubliez pas qu'ils ont leur propre annexe d'hôpital à la cité du Millénium. Hein. Ils ont leur hôpital à l'intérieur de la caisse. Ouais, ils ont leur hôpital. Ils ont créé une clinique spéciale d'Octalafia à la cité du Millénium. Donc, pour eux, quand il y a des trucs urgents, ils ne vont pas jusqu'à Toblecope, là où il y a l'hôpital après le pont de Toblecope, là, non, ils ne vont pas là-bas. Ils ont leur propre clinique à l'intérieur de la cité du Millénium. Ils ont même inauguré ça. Donc, il n'y a que des médecins étrangers. Ouais, une clinique totalement équipée qui est là-bas. Donc, les gens qui ont des problèmes, tout ça, c'est là-bas qu'on les hospitalise. Donc, eux, ils ne vont même pas à l'Octalafia qui est à Gouel, à Toblecope, ils ne vont pas là-bas. Ils ont leur propre clinique à l'intérieur de la cité du Millénium. C'est pas possible. La cité Renaissance qui est à côté de la cité Millénium. J'espère que les Togolais entendent ça et prennent ça en compte, hein, parce que... Et c'est une clinique qu'ils ont équipée de tout, hein. Voilà. Hein? Les fonds politiques, c'est des fonds secrets. Il y a quelqu'un qui dit c'est quoi les fonds politiques? C'est une caisse noire, si vous voulez, c'est une caisse noire. C'est une caisse noire où il y a beaucoup d'argent, personne ne contrôle. C'est le président c'est à la discrétion du président, il utilise comme il veut. Voilà. Mais attends, grand frère, est-ce que c'est une annexe de Dr Lafia ou bien c'est une clinique? Non, c'est une annexe. C'est une annexe. Tu tapes sur Internet, tu vas voir. Ils ont inauguré ça. C'est une annexe. Donc c'est financé avec l'argent public. Oui, c'est financé avec l'argent public. Mais tout ce qui leur manque, c'est la piste d'atterrissage. Attends, pendant que la majorité du peuple va mourir à l'hôpital CHU et que ne peut même pas se payer les soins à Dr Lafia, eux, ils se sont construits une sorte d'annexe avec l'argent public. Parce que là où ils habitent, Dr Lafia est loin. Dr Lafia est à Guezongo. C'est trop loin. Il faut qu'ils créent une annexe qui soit proche d'eux. Donc, ils ont installé l'annexe à l'intérieur de la cité de la Renaissance, donc à côté de la caisse. Avec l'argent public. Oui, l'argent des retraités. C'est dans l'enceinte de la caisse. Et il ne manque que la piste d'atterrissage au sein de la caisse. Et les gens qui aiment faire les recherches, si tu tapes sur Google, tu vas voir l'annexe à la caisse, tu vas voir. Ils ont inauguré ça avec le maire de Golfe 3 à l'époque qui s'appelle Adjaï, qui était là à l'inauguration. Ils ont inauguré ça. Donc, c'est une clinique, c'est une annexe qui est équipée de tout. Donc, les barons ne sortent pas de la caisse pour aller à Goué. Il y a aussi, Ferdinand, il y a aussi une annexe à Kara, non? Oui, ils ont créé une annexe à Kara. Une annexe à Kara, oui. Ça, c'est... J'espère que les Togolais écoutent ça et identifient les intérêts. Et vous savez que donc, à la FIA, quand tu vas là-bas, la consultation, c'est pas moins de, je pense, c'est 15 000, bien 20 000 la consultation. Et puis après, quand tu as un souci, il faut déposer une caution de au moins 200 ou 300 000 avant qu'on ne te traite. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, alors que cette clinique a été conçue avec l'argent des retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, normalement, elle devait être au service des travailleurs et des retraités. Ferdinand, je ne suis pas parti loin pour confirmer tes dires. Oui. Ingrid Awadé l'a posté sur son compte LinkedIn. Voilà. Une annexe, je vous lis, je vais vous montrer d'ailleurs. C'est grave, quoi. Elle a posté. Attendez, je vais vous montrer. Comme les gens de téléphone dans la recherche. Je ne suis pas parti loin. Les gens là. Non. Regardez. Donc, les gens, pour résumer, ils ont leur supermarché, ils ont leur pharmacie, ils ont leur restaurant, ils ont leur boîte de nuit, ils ont tout là-bas. Donc, ils ont leur hôpital aussi.
elle a posté il y a un an, hein, à peu près, soins de santé de qualité pour tous, hein. En plus, elle a dit pour tous, hein. Une annexe de l'hôpital de référence d'Octalafia, ouverte à la résidence Renaissance de Lomé. Et quand vous allez sur le lien, vous tombez sur ça. Voilà, la résidence Renaissance de Lomé. Il y a un an, ils l'ont inauguré en grand pompe. Hein. Et tout est encore en bleu. Hein. Ah oui, mais qu'est-ce que tu crois? C'est ça. Bleu vient, quoi. Il y a tout, hein, ophtalmologie, pédiatrie, cardiologie. Impressionnant. Ils ont tout là-bas. Ils ont tout là-bas. Tout. Les gens peuvent mourir à tout coin, c'est pas le problème. Ils ont tout là-bas. Il leur manque que la piste d'atterrissage dans la caisse là-bas. La piste n'est pas loin. La piste n'est pas loin. C'est ça. C'est à 5 minutes. Mais c'est grave. Donc ça se trouve, ils ont financé ça avec la redevance minière là dont on parle là. Non, c'est pas possible ce pays-là. Et j'espère que le Togolais écoute ça, quoi. Ou bien vous allez écouter ça plus tard, enregistré, mais ce n'est pas normal qu'on prenne de l'argent public pour se créer une sorte de zone à part de vous. Vous souffrez, mais eux, ils ont créé un petit paradis où ils ont les supermarchés, les hôpitaux, les clubs, les piscines. Ils ont tout. Ils ont tout là, dans leur petite cité là. Alors que vous êtes à côté, vous n'arrivez même pas à payer le paracétamol à l'hôpital. Ils ont leur école aussi. D'abord, ils ont leur école. Vous avez le British School qui a été cédé aux Indiens, dont la plupart de leurs enfants vont au British School. Et puis il y avait une autre école qui était là-bas que les Turcs ont récupérée, qui est une école turque aussi, qui est à l'entrée de la cité du Millennium. Et leurs enfants vont là-bas. Donc c'est ça, ils ont tout. Voilà. Ok, consultant SM est revenu. Ils ont leur pharmacie. Ils ont leur pharmacie aussi. Merci vraiment beaucoup. Je disais tantôt que au départ, j'avouais mon péché. Hein, que lorsque j'ai écouté le grand frère, il fustigeait la plupart des personnes. Il dénonçait beaucoup de choses. Je me suis dit, ou bien c'est du buzz. Parce que les gens, quand ils ont un peu de la réputation, je ne le connaissais pas assez avant ce prix-là. Mais après, quand je l'ai suivi avec beaucoup de temps, et aujourd'hui encore quand je l'ai écouté, tout ce que je recherche, un leader comme valeur, je l'ai retrouvé. Donc je me suis juste rendu compte que moi-même j'étais ignorant de la gravité de la situation en fait. Tout ce qu'il dénonçait, je me dis mais il exagère parfois. Mais quand je prends le temps de l'écouter, de vérifier certains nombres de choses et de vivre certaines choses, et quand je fais le comparatif aujourd'hui, je me suis dit waouh. Mais pas à ce point-là. Donc, c'est le péché que je voulais avouer. Et je voulais dire deux choses. Je suis l'auteur de Monsieur le Président, ce n'était qu'un rêve. Et si le grand frère Haïté l'accepte, moi, je vais lui envoyer ça gratuitement, bien sûr. Il va lire s'il pense que mon analyse par rapport à ce que je vois de la situation et des perspectives, des pistes de solutions que je propose, c'est bon. Il pourra faire la promotion aussi. On pourra discuter en eBay, s'il me permet, bien sûr. Donc, moi, je touche du doigt deux problèmes fondamentaux et puis je vais poser une question au grand frère qui va répondre. Le premier problème, c'est ce que tout le monde, unanimement, l'a reconnu ici, c'est la paranoïa. C'est rendre mystérieux les choses. C'est effrayer les gens, c'est se présenter comme étant le tout-puissant. Mais ils ne le sont pas du tout. Ça, c'est le premier problème. On est paranoïa au Togo et c'est vraiment une stratégie qui est réfléchie depuis longtemps. Et cette stratégie-là a posé les graines il y a très, très, très longtemps pour pouvoir faire croire quelque chose aux gens, effrayer les gens pour dominer en toute impunité. Donc, il y a une question qui a été posée tout à l'heure. Est-ce que les Togolais savent que c'est avec leur argent que les gens se sont créés un paradis? Ça, je dirais, c'est juste un petit problème, ça. Il y en a pire que ça. Il y a des situations plus écœurantes que cette histoire-là, quoique je ne veux pas diluer la gravité de cet acte-là, mais je veux dire que nous avons dépassé ce niveau d'atrocité ou d'actes qui sont posés, qui n'ont rien à voir avec ni la moralité, ni la légalité, ni le principe humain. Le deuxième point, bien entendu, je crois, je ne sais pas si j'ai raison, je crois que nous avons un gros problème de paresse intellectuelle. C'est-à-dire, je m'interroge. Il y a pas que le Togo. Je vais te taper.
il n'y a pas que le Togo où on a un régime qui a duré longtemps. Mais dans les autres pays, on a au moins la fierté d'appartenir à ce pays-là. Il y a une sorte d'amour que le dirigeant, entre guillemets, montre pour son pays d'une manière ou d'une autre. Même si c'est semblant, Vladimir Poutine est là-bas, si je suis russe, je serais très fier de lui. Parce que il défend des choses, clairement. Mais ici, c'est tellement facile de voir qu'on nous malmène, quoi, en fait. On nous insulte, on nous piétine, c'est tellement facile. Je me pose la question, ça serait ma question. J'en ai plusieurs, mais je ne peux pas monopoliser la parole puisqu'il y a plus de 1000 personnes sur le panel. Et pourquoi, avec autant d'évidence, on n'arrive pas à se réveiller? C'est ma question. Moi, il suffit que je me mette une minute seulement comme ça, je suis déjà énervé quand je prends tel sujet, je vois que ça ne va pas, je prends tel sujet, je sais que ça ne va pas, je n'ai même pas besoin d'aller plus loin dans mes années pour savoir que c'est très éclairant, on ne peut pas, tout est anormal, on ne peut pas, on ne doit pas accepter ce qui se passe là. Et pourquoi nous arrivons à tout accepter, à tout normaliser, jusque ceux qui sont même dans l'appareil? Parce qu'au moins semblant, il faut qu'il y ait une vie parlementaire, il faut qu'il y ait un débat. Vous n'allez jamais trouver un débat parlementaire au Togo. C'est-à-dire où même l'amoureuse au pouvoir, les gens n'ont pas la liberté de penser, ou comment? Ils sont devenus quoi? Des retardés mentaux? Je ne sais pas trop. Excusez-moi les termes, mais je me pose tellement de questions. Je me dis pourquoi, avec autant d'évidence, on sait, tout le monde sait que ça ne va pas du tout. Sur aucun point, sur aucun plan, mais pourquoi les choses sont toujours comme ça et ça ne bouge pas? Pourquoi personne... à qui la faute? Est-ce que c'est une faute collective? Est-ce que c'est une faute partagée? Ou est-ce qu'ils sont réellement trop forts? Voilà, c'est ma question, s'il vous plaît. C'est la première fois que je participe à ce panel-là, donc du coup, c'est beaucoup plus d'émotion et excusez-moi, prenez ce qui est bon et je ne suis pas à votre niveau encore. Ok, merci beaucoup. Pour la question, mais pour répondre à là où vous avez chuté, il ne faut pas minimiser l'effet d'une dictature de 50 ans sur les populations. Hein. Il ne faut pas minimiser ça. Il y a des gens qui ont été formatés au Togo pendant 50 ans, et avec une mentalité de soumission totale. Et il ne faut pas perdre de vue aussi que le régime a été assez sanglant. Le crime, l'assassinat de Sullivan Ousseyn a été le crime fondateur. Il y a eu des crimes énormes que ce régime a commis, que les générations ne savent pas. Il y a des gens qui ont été tués, assassinés, liquidés, enterrés dans des conditions effroyables. Mais en 2005, on a vu comment ils sont rentrés dans les maisons partout pour c'est pas, décapiter les gens. Donc, dans la psychologie générale, dans le mental des gens, il y a un effet de terreur qui est resté. Moi, en 2005, j'ai eu à le dire dans un de mes lives, juste après les événements, on était parti à Komé et puis à Gamé. C'est les deux endroits où les Togolais qui sont partis au Bénin se sont réfugiés. Quand on est arrivé à Komé, le lendemain, mais on a vu des gens, les jambes, il y a des balles dans les jambes des gens, les gens portaient des grimaces, des machettes et tout ça. On allait à Gamé. Les gens avaient des jambes découpées. Il y a des Togolais qui n'ont pas vu ça, qui n'ont pas vu ces images-là. Et donc, vous imaginez que dans les quartiers de Baie, dans les quartiers de Kodjoviakop et tout ça, dans chaque maison, pratiquement, il y a eu une victime. Vous imaginez le traumatisme que les parents ont gardé. Mais comme un peuple a toujours du ressort, il faut du temps pour que les gens retrouvent leur force. Il ne faut pas minimiser ça. Il ne faut pas minimiser ça. Donc on est dans une période de dépression politique. Après, il faut travailler pour que les gens reprennent conscience. Et c'est ce travail-là que nous tous nous sommes en train de faire aujourd'hui. Vous voyez? Parce qu'un régime qui a fait couler beaucoup de sang, a traumatisé le peuple. Aujourd'hui, si vous voulez faire quelque chose, c'est votre propre famille qui va vous dire ça n'a rien donné. Pourquoi toi tu veux te mêler de ça? C'est dans la famille que tu entends ça d'abord. C'est dans la famille que tu entends ça d'abord. C'est dans l'entourage ensuite. Les gens vont te dire, moi je ne veux pas me mêler de tout ça, ça va. Donc il ne faut pas minimiser ça. Donc il y a un travail collectif à faire. Et donc, cette violence politique-là, elle a atteint aussi les intellectuels.
Il y a des universitaires qui ont fait la prison, qui sont morts en prison. Les gens qui se sont exilés, les gens qu'on a exécutés, les gens qu'on a torturés jusqu'à mort. Des universitaires au Togo. Dans les années 77, 80, 87 et tout ça. Les gens ne le savent pas. Donc, tout ça a laissé des traces dans le commun des populations. Des gens ont vécu, des gens ont perdu leurs parents, ils ne savent même pas où on les a enterrés jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un travail de mémoire qu'on doit faire pour cicatriser les plaies et redonner une nouvelle dynamique à la lutte. C'est pour ça que quand parfois je prends la parole pour restituer certains faits historiques, vous voyez que les gens du régime, ils attaquent violemment. Parce que ces vérités-là leur font très mal. Parce qu'ils ont intérêt à ce que ces vérités-là ne soient pas sues par l'opinion. Vous voyez. Et donc, moi je pense que c'est un travail collectif qui nous incombe à nous tous. Et espérons que, bon, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ça portera les fruits, tôt ou tard. De toutes les façons, un régime de cette nature n'a pas d'avenir. Ils n'ont pas d'avenir, reste à savoir comment ils vont s'effondrer. Ça, c'est une autre question. D'accord. Consultant, et si je peux me permettre, est-ce que tu peux revenir succinctement sur ton ouvrage et nous parler du sujet que ça traite, s'il te plaît? Oui, moi, comme avec là où j'étais et les moyens que j'avais, les moyens de bord, comme on le dit souvent, mon petit combat, c'était de dire les choses que je ressentais, ce que je voyais et ce que j'aurais aimé voir. Donc, c'est parti de là et j'ai commencé par Monsieur le Président, ce n'était qu'un rêve. Je l'ai écrit en style de scénario, comme un film dans lequel je dormais parce que je me suis dit, avec la situation sociopolitique du Togo, je ne peux pas vivre ça vivant. Tout ce que le grand frère, l'analyse du grand frère est totalement factuel, est vrai qu'il y a cette emprise sur tout le monde. Tout l'environnement que vous avez aujourd'hui au Togo, dès que vous prenez une décision courageuse, c'est votre propre environnement qui vous décourage. Donc du coup, c'est un livre qui est écrit comme si j'y rêvais, donc d'où le nom, Monsieur le Président, ce n'était qu'un rêve. Donc où je suis ce jeune homme-là qui n'était pas d'accord, comme le grand frère a été, sur bon nombre de choses. Et quand je dénonçais, on me chassait, on me réprimandait, on m'interdisait de dire de ce que je vois et qui n'allait pas. Et donc du coup, je me suis couché et quand je dormais, là j'ai rêvé. Là j'ai eu la liberté d'esprit à écrire tout ce que, puisqu'il n'y avait pas un environnement comme je l'ai dans la vie normale, donc j'ai eu un environnement céleste dans lequel le rêve est permis, où j'ai écrit beaucoup sur tout ce qui ne va pas, et j'ai donné une belle part de ce livre-là à tout ce qu'on pourrait faire. Et entre autres choses, j'ai écrit sur les types de régimes. J'ai posé plusieurs questions. Est-ce que un régime pourrait-il garantir une meilleure gestion des nations, ou les individus même qui manient les instruments institutionnels sont-ils le problème? Parce que moi, j'en suis venu à une analyse, à une conclusion, que l'individu, la qualité individuelle est primordiale dans le développement. Parce que si vous prenez un assassin et que vous mettez à la tête d'un pays, peu importe le régime, peu importe les instruments qui sont mis en place, la preuve, quand vous prenez la conscience togolaise en elle-même, elle souffre d'aucun problème. Mais son interprétation, sa manipulation, les personnes qui agissent avec elle, c'est eux le problème. Ils font mal les choses dans leur intérêt. Donc du coup, moi j'ai plutôt orienté mes recommandations sur le traitement clinicien. C'est-à-dire l'individu doit être réparé, comme le grand frère venait de le dire. Si aujourd'hui dans ma famille, les gens sont courageux de dire non, tu n'as pas raison, même si je suis un parti politique et que je n'ai pas raison, que ça soit le débat d'idées, que ça ne soit pas le débat d'ethnie, que ça ne soit pas le débat de communauté, que ça ne soit pas le débat de troupes, mais que ça soit, je convainc les gens par mes idées, par mes valeurs, par mes principes. Choses qui sont totalement disparates aujourd'hui au Togo. Je n'ai envie de ressembler à aucun politicien togolais actuellement. Excusez-moi, moi je suis encore jeune. Donc voilà la crise identitaire à laquelle je me suis attaqué dans cet ouvrage-là. Et autre chose également, puisque j'ai eu le droit de rêver, j'ai rêvé d'un pays où c'est la méritocratie, où les ministres pourraient prendre aussi les occasions, c'est-à-dire
on ne valorise pas la richesse comme étant la référence du succès, mais les valeurs, c'est-à-dire la façon dont vous avez servi, vos principes, vos valeurs sont mis en avant. Aujourd'hui, il suffit que vous soyez riche, peu importe comment vous êtes devenu riche, tout ce que vous dites est bon. Et tout le monde peut vous soutenir. Moi, je dis non, c'est des choses qu'il faut réparer, même dans le cerveau collectif du Togolais, afin que nous puissions... C'est des petits trucs, mais je crois que c'est fondamental pour la réparation de l'individu que nous sommes. Moi, j'ai beaucoup écrit sur l'individu, et la réparation de cet individu-là pourrait influencer le collectif, voilà, l'idéal collectif, voilà, c'est ce que je dis. Et puis, bien sûr, les généraux pourraient aller au tribunal avec un simple citoyen, et que le citoyen ait raison. Parce que la justice pour tous, l'équité, la justice et puis la méritocratie. Je n'ai pas besoin d'avoir un parent pour avoir un certain nombre de postes. Et que ce genre de pays, c'est possible. Et ce serait avantageux pour tout le monde. Et j'ai écrit également les avantages de cette bonne gestion, cette bonne gouvernance, et après avoir quand même fait une analyse de ce qui ne va pas. Donc voilà, d'une manière, tous ceux qui sont ici, qui veulent le livre, s'ils veulent, je peux à mon grand frère Haïté, je lui enverrai ça dès qu'il donne son OK à ses équipes, puisqu'il doit, moi je suis au Togo, donc je suis sûr qu'il doit être méfiant de beaucoup de choses. Donc s'il y a quelqu'un à qui je peux remettre le livre comme ça, il va lire. Et d'autres personnes qui veulent le livre également, je peux le leur envoyer. Tu le remets aux animateurs du panel, vont me les donner. Oui, il peut simplement nous donner un livre. Donc voilà, d'une manière très ramassée, ce que j'ai écrit sur dans le livre. C'est intéressant. Je vais envoyer à Ditrewa ou à Milawe d'ici le soir ou demain les 66 recommandations de la CVJR. Vous allez constater que tout ce que le frère est en train de dire là, le frère consultant, se retrouve dans ces recommandations. Ils n'ont mis en application aucune. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui ont initié la CVJR. Et le peuple togolais ne connaît pas les recommandations de la CVJR. La CVJR qui a parlé de la question de la méritocratie dans le recrutement dans la fonction publique. La CVJR qui a parlé de la question de foncier, le bradage des ressources des Togolais. Mais il y a tout dans le rapport de la CVJR. Mais ils n'ont rien mis en œuvre. Les Kofigo se sont contentés d'être là et puis pour inaugurer les chrysanthèmes. C'est tout. Je vais vous encourager. Merci. Mais moi, je suis ravi de t'entendre, hein, mon frère consultant SM. Je suis ravi de t'entendre, surtout toi qui es jeune, défendre des valeurs comme ça et avoir te permettre de rêver, hein, d'espérer. C'est ce qu'on veut. Et franchement, on souhaiterait tous ici que tous les jeunes se remettent à rêver comme toi. Moi, je sais pas, je suis fier. Quand je t'entends, j'ai la chair de poule. Je suis fier de toi. Tu me rappelles un jeune qui est passé ici il n'y a pas très longtemps, Bertin Bandiagou, qui est le président de la société, enfin de la synergie des étudiants et des élèves du Togo. C'est un étudiant actuellement en licence qui parle avec autant de maîtrise, autant d'éloquence et qui porte de vraies valeurs. Moi, je suis très fier de t'entendre et j'espère que tu vas nous redonner le titre de ton ouvrage et on va essayer de l'avoir par d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, cher Ferdinand, qu'est-ce que tu penses? C'est vrai que tu l'as dit déjà, les 66 recommandations, mais qu'est-ce que tu penses des valeurs que défend ce jeune homme enfin, par rapport à tout ce qu'on a dépeint là? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça te... Je sais pas, moi je vois ça comme une lueur d'espoir. Je me dis, il faut quand même espérer, quoi. Qu'est-ce que tu penses de... Enfin, je sais pas, moi je suis... Voilà, quoi, je suis euphorique là. Je suis totalement en phase avec notre compatriote et puis je suis en phase avec toi. Le problème de notre pays, c'est la question des valeurs. C'est qu'on n'a plus des hommes de valeur au Togo. Tout le monde a sombré dans la médiocrité, dans la facilité, dans les anti-valeurs. Aujourd'hui, quand tu veux défendre des valeurs, c'est dans ton entourage immédiat que les gens vont te combattre. Tu as l'impression que tu es devenu un idiot dans la société. Et qui sont ceux qui vont te combattre? C'est des gens qui... C'est-à-dire qu'on est à une période où être intelligent devient un crime ou un délit. Donc, pour gouverner un pays, il faut des hommes de valeur. Parce que celui qui gouverne un pays doit être au-dessus de la mêlée et maintenir le pays sur le droit chemin. Mais quand on a à la tête d'un pays des gens qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de principe, qui ont sauté tous les digues des valeurs, mais le pays va dans tous les sens.
C'est ça la réalité. Donc, déjà, ce que nous vivons aujourd'hui, les Ghanéens l'ont vécu avant Rollis. Hein. Les Ghanéens étaient tellement désespérés dans les années 77, 78, 79 qu'ils venaient au Togo jusque pour manger. Mais il a fallu qu'ils aient un homme de valeur comme Rollis, qui est sorti du lot, qui a tapé dans l'État, qui a mis fin à toute cette dérive-là, cette corruption généralisée de la société ghanéenne, cette perversion des valeurs, et a remis le pays dans le droit chemin, en commençant par l'éducation. Au temps de Rollis, la lutte contre la corruption a commencé comme l'éducation civique à l'école. Donc 20 ans plus tard, les Ghanéens ont récolté les fruits de la révolution de Rollis avant de commencer par sombrer encore dans les bêtises aujourd'hui. Donc, c'est cette minorité-là qui n'a pas sombré dans la propagande de la dictature. C'est cette minorité qui va tirer le reste vers le haut et sauver le Togo. Et donc, moi, je suis fier d'être dans cette minorité-là. Je suis fier de voir d'autres Togolais comme les Ditri, les Milaoué, les légendes et tout ça, d'être dans cette minorité-là qui refuse de s'associer à la médiocrité et qui estime qu'un pays doit être dirigé par des hommes de valeur. Donc, notre frère est à féliciter et je pense qu'il faut qu'on continue comme ça. Merci, merci. Mon frère consultant, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Et ensuite, on va passer la parole aux autres pour donner un avis sur ton intervention. Je dis juste un grand merci, hein, un très très grand merci. Vous savez, quand vous dansez, il y a des personnes, quand ils disent vous dansez bien, cela a une certaine saveur. Donc, c'est quand même M. Haïté. Je connais son esprit critique, je connais son niveau de réflexion. Il ne dit pas les choses pour les dire. Tous ceux qui ont apprécié et qui sont en bas aussi, ça me touche. Mais ce sont mes valeurs. Je dis, je préfère mourir avec mes valeurs parce que Thomas Sankara, il est mort il y a longtemps, mais il est plus admirable aujourd'hui que des gens qui s'amassent de la richesse. C'est un choix. Et je suis très fier d'appartenir à une nation à laquelle vous partagez la même nationalité. Et j'avais même écrit une émission que je n'ai pas pu produire puisqu'il fallait le faire au Togo ici, Terre de nos aïeux. C'était dans la même dans la même idée pour promouvoir une autre valeur, une autre vision des choses. Et le livre, je l'ai écrit, c'est tout discret, c'est beaucoup plus à l'aise, tu dis tout ce que tu penses. Voilà, merci beaucoup à vous, à Monsieur Haïté, à vous, légendes, à tout le monde. Donc voilà, je suis là, il faut me corriger aussi. Hein. On a des principes, on a des valeurs, on est encore jeune. Et il y a des choses que M. Haïté avait fait, qu'aujourd'hui, il peut nous empêcher de le faire. Et il a dit à plusieurs reprises, moi j'aime bien écouter les aînés parce que leur erreur nous sert de guide aujourd'hui. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Et reste pour recevoir tes cadeaux. Les gens dans les commentaires, envoyez des cadeaux à notre éducation. À défaut de te corriger, ton livre, il est paru déjà? Oui, attendez s'il vous plaît, c'est la question que je voulais lui poser. Est-ce que son livre est commercialisé? On peut avoir un lien sur Amazon, ce serait plus facile pour nous de l'acquérir comme cela. Oui, consultant, est-ce que ton livre est commercial? Est-ce que tu l'as... C'est encore une autre manche, mais je vais le dire, je ne sais pas si c'est un inbox. Parce que quand je l'ai envoyé dans trois maisons d'édition, je vais taire les noms ici, je peux communiquer ça à un représentant de M. Haïté, il comprendra pourquoi. Et le premier, j'ai eu les meilleures notes, hein. Vous savez, pour que le livre soit publié, il y a des lecteurs de l'université. J'ai eu des 3 maisons d'édition, j'ai eu les meilleures notes. Mais ils ont refusé de produire le livre. Donc on m'a dit, s'il faut que tu produises ça, tu dois payer toi-même. J'ai tout payé, j'ai le livre, il me reste encore 120 000 à achever ça. Donc je fais les choses méthodiquement, avec mes propres moyens. Ils ne veulent pas se mêler. Donc il y a une maison que vous connaissez très bien, dont M. Haïté connaît aussi très bien, je sais très bien, puisque je sais, il a parlé de ce monsieur-là. Par contre, quand il a fait l'expérience avec moi, que j'ai su que M. Haïté avait raison. Donc, je peux envoyer tous les éléments, mais en inbox, s'il vous plaît. Ça veut dire si vous payez les 120 000, ils vont éditer le livre ou quoi? Oui, le livre 120 000. Non, on aura des exemplaires. J'ai payé déjà l'édition. Il faut qu'on puisse multiplier. Je n'ai pas assez d'argent pour multiplier les nombres. C'est juste pour le multiplier, c'est ça? Oui, c'est juste pour le multiplier. J'ai payé tout. J'ai le livre chez moi, par exemple, mais je ne peux pas multiplier encore parce qu'il faut payer encore. Vous savez, quand on parle de la question des valeurs, tout à l'heure on parlait de la question des valeurs. La solidarité est une valeur dans une société. La solidarité.
Les gens qui se battent pour la justice, c'est des gens qui ont à cœur la solidarité, qui sont contre l'injustice. Et nous, je suis sûr que Milaoué, là, les gens, tout ça, les mêmes personnes le font. On ne parle pas sur la place publique, on ne dit pas ce que nous faisons. Moi, je suis parti du Togo dans des situations assez catastrophiques. Pendant que je suis en train de chercher où mettre la tête, l'année dernière, comme je l'ai dit dans un live, j'ai distribué une demi-douzaine d'ordinateurs aux gens à partir de là où je suis, à Lomé. Des gens que je ne connais pas. Des gens que je ne connais pas. Et quand j'ai dit ça dans un live, et ça c'est juste les ordinateurs, mais les moyens financiers aussi, mais quand j'ai dit ça dans un live, vous imaginez les semaines qui ont suivi le nombre de